Alors, donc, à l'entame donc, de mon propos, je voudrais donc saluer tout le monde, tous les participants à cette réunion et dire déjà au début ce que nous poursuivons comme objectif dans cette présentation. Et comme Madame Grace l'a dit au préalable, c'est d'abord renforcer les connaissances sur les infections orofaciales, leur étiologie, les manifestations cliniques et surtout les complications. Ensuite, quelle est la démarche diagnostique? Comment pour reconnaître ces différentes infections orofaciales et peut-être les examens complémentaires appropriés pour orienter. Et enfin, qu'est-ce que nous avons comme prise en charge à proposer, incluant les traitements médicaux et chirurgicaux, ainsi que la prévention et le suivi des patients. Yeah. Déjà au début, il faut que je cite l'OMS qui positionne la santé bucco-dentaire comme l'état de la bouche, des dents et des structures orofaciales qui permet aux individus d'effectuer des fonctions essentielles telles que manger, respirer et parler, et englobe des dimensions psychosociales comme la confiance en soi, le bien-être et la capacité de créer des liens sociaux et de travailler sans douleur, inconfort ni gêne. Déjà dans la définition, nous savons que on parle de la face et la face, c'est le premier, c'est la première partie de son organisme que l'on offre à, au public, que l'on offre à celui à qui on fait face. Et donc, avoir une bonne santé et bucco-dentaire va contribuer donc à une bonne confiance en soi, au bien-être et des liens sociaux. L'OMS reconnaît également que la santé bucco-dentaire a longtemps été négligée dans le programme d'action mondiale en faveur de la santé. Et vous allez voir, l'OMS investit beaucoup plus dans la prévention, dans la prise en charge du VIH, des hépatites et même quelquefois des cancers. Mais au niveau de la santé bucco-dentaire, ça a été vraiment longtemps négligé. Et l'élaboration et l'adoption d'une stratégie mondiale complète sur la santé bucco-dentaire avec une vision audacieuse de la couverture universelle des services de santé bucco-dentaire à d'ici 2030 ont marqué une étape très importante. Les maladies bucco-dentaires, quand on exclut les cancers des lèvres et de la cavité buccale, ont touché près de la moitié du milliard de personnes, donc près de 43,7%, surtout dans la population africaine en 2019. Et parmi les maladies bucco-dentaires figurent en premier lieu les infections orofaciales, qui constituent un grand groupe de pathologies infectieuses. Et je n'aurai pas la prétention de pouvoir tout dévoiler ici. Parce que ça touche, déjà, elle touche les mâchoires, la bouche, les tissus mous du visage. Ces infections peuvent être d'origine bactérienne, virale, fongique ou parasitaire. Puisqu'on parle d'infection, quand on parle d'infection, il faut parler du germe, il faut parler du germe bactérien, il faut parler du virus, il faut parler du parasite en question. Et elle nécessite souvent une prise en charge rapide pour éviter des complications vers le cerveau ou vers le thorax, donc vers le haut ou vers le bas. Ces états pathologiques présentent des particularités. Pourquoi? Parce que c'est des entités nosologiques qu'on ne peut pas envisager en termes d'étiologie, c'est-à-dire en termes de qu'est-ce qui est bactérien, qu'est-ce qui est viral, qu'est-ce qui est parasitaire, qu'est-ce qui est mycologique, mais plutôt il faut envisager en termes d'entités nosologiques cliniques. Le point de départ étant la cavité buccale, c'est-à-dire la bouche, avec des éléments très importants et uniques dans le corps humain, tels que les dents, et la particularité de la présence d'un microbiote buccal qui est protéiforme. Tout cela est au cœur de toutes les infections dont nous allons parler cet après-midi. En faisant un petit rappel sur la microbiologie de ces infections bucco-dentaires, il est le plus grand microbiote après celui de l'intestin. Nous savons très bien que
l'embryon ou bien le fœtus à la naissance recevait l'alimentation par le cordon ombilical. Et donc, c'est la cavité buccale qui était la première. Et il recevait tout. On a même identifié plus de 700 espèces bactériennes identifiées et avec des références bien, bien déterminées. Voilà. Et, et il y en a 200 différentes. Au total, on a 700 espèces, mais il y a 200 qui sont vraiment identifiées de façon différente. Et depuis la naissance, en évoluant, la porte buccale n'a cessé d'être remaniée. Donc, il y a plusieurs aspects, plusieurs qui interviennent dans ça, dans ce remaniement. Donc, notamment la salive, le flux gingival, qui assure l'apport des nutriments nécessaires à la croissance de ces bactéries. Une cascade de colonisation successive contribuera à la constitution du biofilm oral. Alors, ce qu'il faut dire, et il faut qu'on soit clair là-dessus, c'est que ce biofilm, bien ce biotope, vit en harmonie. En fait, il y a une harmonie entre toutes les espèces dedans. Ce n'est pas parce qu'on a plus de 700 espèces qu'on va passer tout le temps à faire les infections, ou bien c'est parce qu'on a des espèces différentes, non. Elles vivent en harmonie, aucune ne combat l'autre, mais elles toutes combattent le milieu extérieur. Donc, ce qui fait que s'il y a eu un déséquilibre hein, dans cette harmonie, c'est clair que nous allons avoir un groupe de gènes, un groupe de germes plutôt, qui va donc prédominer, il va prendre l'ascendance et donc créer alors une infection. Donc, ce qui fait que tout commence ainsi dans la cavité buccale avant d'aller vers la face. C'est pourquoi l'expression infection orofaciale a sa place ici. Nous allons donc parler au début des infections bucco-dentaires, donc je vais dire des infections orales, qui sont normalement les infections bucco-dentaires, en commençant par les infections dentaires elles-mêmes, les infections du tissu de soutien de la dent, qui est le parodonte, les autres foyers infectieux de la cavité buccale, qui ne sont pas vraiment dentaires ni parodontaux, et les infections focales. Quand on va y arriver, vous allez voir que ce n'est pas vraiment des infections de la cavité buccale ou orofaciale, mais elles sont à point de départ orofaciale. Et parler également de l'infection de la muqueuse buccale. Donc, dans ce premier groupe d'infections orales, on en a à parler de 4 ou 5. Et dans le deuxième groupe, nous allons parler des infections maxillofaciales. Donc, la deuxième partie, infections orofaciales. Et ces infections maxillofaciales sont en réalité des complications des infections bucco-dentaires. Donc, il s'agira de parler des cellulites, des ostéites et du gonoma. C'est une entité à part entière. En premier lieu, les infections orales. Parmi ces infections orales, prédomine la carie dentaire. Mais cette carie dentaire, en fait, ne prédomine pas parce que selon les dernières études de l'OMS, la carie dentaire vient en deuxième partie après la parodontopathie. Donc, c'est une maladie qui est infectieuse, polymicrobienne et multifactorielle, puisque plusieurs, euh, plusieurs paramètres contribuent à l'apparition de ça. Ce n'est pas parce que, comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas parce qu'on a des germes qu'on va faire des caries, qu'on va faire des parodontopathies, mais dans le cas d'espèces, il y a l'autre, l'homme ou la femme, il y a les bactéries cariogènes. Donc, dans ces bactéries, dans cette 100 espèces bactériennes-là, il y en a qui sont cariogènes. Donc, lorsqu'elles prennent le dessus, elles vont alors beaucoup altérer la dent et les habitudes alimentaires. Il y a un dernier facteur que je n'ai pas ajouté ici, c'est le temps. C'est le temps. Donc, je vais dire cliniquement, souvent, il s'agit quoi d'une lésion carieuse, donc un trou dans la dent.
et ça va aboutir à une destruction progressive des tissus durs de la dent, surtout l'émail et la dentine, ou bien le sément. En réalité, la dent est le tissu le plus dur de l'organisme. Il est plus opaque en radiologie, plus que l'os. Donc, imaginez qu'on dise qu'il y a un trou dans la dent, ça veut dire qu'il y a eu un processus qui a évolué dans le temps. Et plusieurs espèces bactériennes ont été retrouvées, principalement le streptocoque, le lactobacilles et les actinomyces, comme intervenant dans la pathogénèse, dans la survenue des caries dentaires. Sur cette figure, dia euh, suivant, sur cette figure, alors vous allez voir, non, président s'il vous plaît, voilà, sur cette figure, vous allez voir alors l'ensemble des vrais facteurs. On a pris 4 grands facteurs qui interviennent dans la survenue de la carie. J'avais dit d'abord qu'il y a quoi? Il y a l'hôte. Ok, donc c'est ça qui est la surface, voilà. Il y a le temps, parce que tout se fait selon un temps. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai consommé du sucre, aujourd'hui j'ai des bactéries cariogènes à la cavité buccale, que demain je vais développer une carie dentaire. Il y a l'alimentation, c'est surtout les sucres qui ont été donc identifiés. Alors, comment va se manifester la carie dentaire? C'est ce qu'on va voir sur la figure suivante. D'abord, elle commence à détruire l'émail, la première couche du tissu dur. Vous allez voir, il y a une petite tache noire et qui n'est pas souvent visible lorsque on n'est pas aguerri à observer et qui n'est pas souvent visible dans la cavité buccale lorsqu'on fait l'examen. C'est à partir de la carie du deuxième degré, donc de la dentine là, on commence à avoir une petite tache qui peut être brunâtre sur la dent. Et la langue se baladant peut accrocher donc une partie et sentir qu'on a l'impression qu'il y a un trou. Cliniquement, la carie du premier degré, elle n'est pas douloureuse, il n'y a rien du tout. C'est à partir du second degré qu'on peut avoir une douleur. Cette fois, dans ce cas, elle est quoi? Elle est provoquée. Elle est de l'eau glacée et souvent des trucs vraiment qui vont déclencher. Donc, c'est une douleur provoquée. Lorsque cette étape n'est pas réglée, et si l'individu qui est porteur donc de cette carie de second degré ne se rend pas rapidement voir un dentiste pour qu'on lui comble ce petit trou qui est en train de naître, la destruction va poursuivre son évolution et atteindre la troisième couche de la dent, qui est la pulpe. La pulpe, ce n'est pas un tissu dur, elle contient les vaisseaux et les nerfs qui alimentent la dent. Donc, c'est à cette étape-là déjà que les douleurs deviennent très importantes. Et lorsque la pulpite est à la phase aiguë, on appelle la rage dentaire. Vous voyez un chien enragé, comment il se comporte. La dent se porte autant elle n'obéit à rien. Aucun antalgique n'arrive à la calmer. Vous vous couchez, vous avez mal. Vous êtes debout, vous avez mal. Donc on dit que c'est une douleur insomniante, irradiante, qui est vraiment insupportable. Même les antalgiques de palier 3 n'arrivent pas souvent à la vaincre. Et c'est et donc, ou alors vraiment ça ne va pas, il va se faire soigner. Mais lorsqu'il laisse la destruction continue, elle ne continue pas à détruire les mailles, la dentine, le ciment, elle fait un gros trou alors dans la cavité dentaire. Et alors on se retrouve vers l'infection qui évolue jusqu'à l'apex des dents et donner ce qu'on appelle des abcès dentaires.
Donc, voilà un peu les 4 phases d'évolution de la première infection orale, qui est la carie dentaire, et arriver à cette étape au niveau de la dernière phase, souvent les signes sont vraiment amendés. Et donc, puisqu'on a tout détruit, on a détruit le nerf qui est censé recueillir l'influx nerveux douloureux, on a détruit les vaisseaux qui sont censés nourrir la dent, donc la dent est nécrosée, il n'y a plus rien. Donc, ça, c'est la carie dentaire. Vous voyez comment elle se manifeste, cette première infection. Alors, à part la carie dentaire, peut évoluer les infections vers d'autres types d'infections, qu'on les appelle les infections radiculaires, et qui peuvent être liées aussi à l'évolution de la carie dentaire, mais qui peuvent avoir aussi une autre origine. C'est les infections de l'endodonte, donc la partie interne, et du périapex. Donc, les tissus qui sont autour de la racine, l'apex de la racine. Donc, dans ces formes aiguës, on les appelle les desmodontites. Ça peut évoluer vers des abcès apicaux ou un ostéophlegmon. Et dans la forme chronique, on a souvent ce quoi, des nécrobioses, des granulomes, l'apparition de granulomes apicaux, de kystes radiculodentaires. Et dans ce cas, quel que soit le type, ces infections, souvent les germes les plus retrouvés, c'est le Morphibromras et le Prévotella, qui sont vraiment des germes anaérobies un peu rares et difficiles à soigner. Vous voyez que des études qui ont été menées dans les biofilms ont été vraiment menées dans les laboratoires de recherche très développés qui ont permis de retrouver ces germes-là. Et en d'autres termes, lorsque les infections endodontiques sont secondaires, ils sont liées à un traitement canalaire, donc iatrogénie, donc la peur souvent est un peu importante. Sur les images qui vont suivre, vous allez voir comment ces infections périapicales apparaissent. Et cliniquement, vous n'allez pas voir grand-chose, mais c'est souvent sur des radios, des clichés, dia suivante, sur des clichés, voilà. Donc, vous voyez à droite, les clichés de radiographie, c'est un cliché qu'on appelle la radiographie rétroalvéolaire, une petite radio qu'on fait en intrabuccal. Donc, c'est disposé surtout sur des fauteuils dentaires et combiné aux fauteuils dentaires. Et lorsqu'on veut faire ce traitement, on, on fait le cliché, ce qui permet d'orienter les dentistes pour voir, ah, qu'est-ce qu'il y a en bas? Est-ce que l'infection est déjà au niveau apical? Si vous voyez donc, euh, avec le pointeur, on va suivre la première dent à gauche, la première dent à gauche sur le cliché, voilà, en bas de cette première dent, au niveau de la racine, voilà, vous allez voir à la fin, il y a une image euh, radio claire, non, juste à côté. Voilà, l'autre dent, la dent qui est juste à côté. Ah oui, descendez, descendez. Voilà, en bas encore, en bas. Voilà, justement là-bas. Vous voyez qu'il y a une petite image arrondie, radio claire, une radio transparente. Et c'est ça qui signe un peu l'infection qui est arrivée au niveau de l'apex. Donc, vous allez voir que si vous voyez sur la couronne des dents, il n'y a pas vraiment de trou. Hein. S'il y avait un trou, vous allez voir une image radio claire. Puisque la dent se présente sur les radiographies comme les images opaques. Donc, en bas, si vous voyez qu'il n'y a plus la transparence osseuse, la trame osseuse normale, ça veut dire qu'il y a une petite lise, une petite atteinte là-bas. Donc, on évolue vers des kystes ou même des granulomes périapicaux, comme on les a cités. Donc, l'image de gauche, elle autre, présente ces mêmes lésions apicales, mais qui ont commencé depuis les mailles en descendant jusqu'à la pulpe est arrivée là-bas. Voilà. Donc, ça, c'est les infections radiculaires. Et sur l'image qui va suivre, vous allez voir vraiment comment est-ce que ces infections radiculaires évoluent. Hein, ça commence par un petit granulome, donc une petite image radiculaire qui prend du volume, voilà, qui quitte le granulome kyste.
Donc, pour faire la différence entre le granulome ici, on dit souvent que le diamètre ou bien le grand axe, c'est 0,5 mm et 0,5 donc 5 mm pour le granulome. Et au-delà de ça, nous tombons sur un kyste. Et ce kyste aussi, lorsqu'il subit des périodes d'inflammation va alors se développer et au lieu d'être circonscrit dans sa paroi, va infiltrer l'os et entraîner ce qu'on appelle un ostéophlégmon. Donc, c'est ça l'image que vous allez voir, la dernière image à droite. Et hum, ces images se manifestent sur le plan radiologique dans les images qui vont suivre par ce qu'on observe à la radiographie rétroalvéolaire. Image suivante. Voilà. Donc ici, bon, si on a pu rassembler d'abord, vous voyez le premier cliché à gauche, hein, c'est où la flèche monte, voilà. Dans la couronne, cette cavité hein, que je disais tout à l'heure, c'est comme on a une image radio claire, ça veut dire que c'est une carie. À cette étape-là, on est au niveau de la dentine. Et lorsque l'image du milieu, vous voyez déjà que la dentine est presque déjà toute lisée et on est rentré pratiquement dans la pulpe. On est en train de rentrer dans la pulpe, donc l'image là. Et enfin maintenant, nous sommes à l'étape dernière où il y a l'infection périapicale. Donc, deuxième groupe des infections, le troisième groupe des infections orales, c'est les infections parodontales. Suivant. Alors, les infections parodontales, je rappelle que le parodonte, quand on prend la dent, on ne dit plus la dent, on dit l'organe dentaire, parce qu'il n'est pas que, il contient maintenant l'odonte, qui est donc la dent qu'on a l'habitude d'apprendre, qui a l'émail et la dentine, et son tissu de soutien, le tissu qui soutient donc la dent sur les mâchoires, c'est celui-là qu'on appelle le parodonte. Donc, il y a ce qu'on appelle la gencive, il y a ce qu'on appelle le sément, l'os alvéolaire et les ligaments. Ces quatre entités peuvent faire l'objet aussi d'une infection. Donc, on peut avoir donc des gingivites, des parodontites qui peuvent être agressives, chroniques et ulcéro-necrotiques, souvent liées aux maladies générales. Et c'est ça, l'OMS, après des études, a démontré que les parodontites, les parodontopathies sont plus fréquentes même que les caries dentaires. Donc, cliniquement, elles entraînent quoi? Des inflammations, des saignements, des poches parodontales, des dents mobiles et qui peuvent aller jusqu'à la perte des dents. Voilà, donc, ce n'est pas tout le monde qui fait les caries dentaires. Toute dent mobile n'est pas carie dentaire, mais elle peut être donc parodontopathie. L'image qui va suivre va montrer les aspects cliniques qu'on retrouve au niveau des parodontopathies. Donc, vous allez voir donc, une dent saine avec la gencive saine. Et lorsqu'il y a une gingivite, une petite augmentation du volume de la gencive et qui devient plus rouge, qui peut donc commencer à saigner. Et dans les parodontopathies, vous allez voir que la gencive n'est plus très liée à la dent. Donc, c'est ce qu'on appelle, on appelle une poche. Comme il y a une poche entre la dent et la gencive. Et donc, ça va commencer donc à éloigner la gencive qui attache la dent. Elle va l'éloigner progressivement. Et donc, cette dent qui va se retrouver comme si elle était isolée. Et on va avoir ce qu'on appelle la mobilité dentaire, qui est la phase terminale. Toujours dans la cavité buccale, il y a d'autres foyers infectieux qui sont liés surtout à l'éruption dentaire. Donc, la plupart du temps, surtout la dent de sagesse, lorsqu'elle veut sortir, elle a des petits soucis, elle a créé des petits accidents qu'on appelle des accidents infectieux, qu'on peut retrouver lorsqu'il y a une désinclusion ou bien à la péricoronarite. Maintenant, un autre foyer infectieux, c'est lorsqu'on fait les implants dentaires, puisque après les pertes dentaires, il faut les réhabiliter. Et lorsqu'on opte pour les implants dentaires, ces implants peuvent faire l'objet d'un processus inflammatoire destructif du tissu péri-implantaire, en pouvant entraîner la perte de l'implant. Je disais tantôt que, en dehors de ces infections qui sont vraiment orales, donc nous avons la carie dentaire, les parodontopathies, les foyers infectieux oraux, nous avons également ce qu'on appelle les foyers, les infections focales. Déjà, s'il vous plaît, les infections focales, c'est
c'est des infections qui sont euh, à distance de l'infection initiale. Donc, c'est des manifestations inflammatoires infectieuses à distance. Euh, la pathologie est liée à un foyer infectieux buccal chronique, tel que la carie profonde. Et si vous voyez sur l'image là, vous allez voir que, alors, à partir de la cavité buccale, on peut avoir même une maladie de Alzheimer. À partir de la cavité buccale, on avait des cardiopathies, surtout l'endocardite qui a été décrite. À partir d'un foyer infectieux buccal, on peut avoir des, 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 des maladies gastro-intestinales, des maladies bronchopulmonaires, hein, surtout chez la femme enceinte, parce qu'elle est un organisme immunitaire, et aussi sur d'autres lésions, d'autres organes, l'œil, le cerveau, les sinus, et même les articulations. Comment ça se passe? C'est par quatre principales voies. Soit une bactérie, donc le germe, diffuse directement dans le sang et à travers le sang va se fixer dans les organes, ou alors par biophagie, donc le fait qu'on avale, hein, on mange, et lorsqu'on a des trucs, on avale, et puis, ou alors c'est par inhalation, c'est surtout ce qui entraîne les infections bronchopulmonaires. La théorie nerveuse a été récemment décrite, hein, qui montre ça. Alors, quelles sont ces infections qui peuvent être entraînées par les trucs? Donc, nous avons dit les endocardites. Là-bas, c'est vraiment par bactérémie, où le gène va aller se fixer sur l'endocarde. Il y aura des fièvres inexpliquées, des mucosidés positives. Toutefois, au niveau du service de cardiologie, et on fait appel, voilà, on recherche les foyers infectieux dentaires. Donc, vous voyez, c'est dans ces affections-là, au niveau ORL, on peut avoir à rechercher les sinusites, on peut avoir à traiter les sinusites. Une sinusite qu'on traite 2 fois, 3 fois, on recherche une cause dentaire. Au niveau oculaire, l'uvéite, la kératite et la conjonctivite, nous avons eu une patiente qui est en train de perdre son œil comme ça parce que ils sont une uvéite alors qu'il y avait un foyer infectieux dentaire qui n'avait pas été étiqueté tel quel, donc non traité. On traite la conséquence sans traiter la cause, ça n'a pas avancé, elle qui n'est pas à perdre l'œil. Donc il y a aussi les gastro, les gastrites et les entérocolites, les abcès du poumon, les suppurations chroniques. Il n'y a pas que ça. Souvent, il y a aussi les infections rénales, les glomérulonephrites, les infections déjà citées, et le rhumatismal. On dit le rhumatisme articulaire aigu. On le cherche toujours, mais bon, il n'y a pas vraiment de cause directe. De toute façon, on recherche toujours un foyer infectieux, surtout dentaire. Au niveau cérébral aussi, les abcès du cerveau. Nous avons eu à opérer quand même 2 patients qui présentaient des abcès du cerveau dont l'origine était purement dentaire. Cette image illustre davantage ces infections focales avec toutes les différentes parties que vous avez là. L'œil, l'appareil respiratoire, le rein, la peau même, hein, la peau même, l'appareil locomoteur, le tube digestif, et voilà. Et nous allons citer donc un dernier groupe d'infections bucco-dentaires, c'est-à-dire les infections orales, les stomatites. Tout ce qui est dans la cavité buccale est recouvert par une muqueuse. Et lorsque cette muqueuse subit une inflammation, on l'appelle la stomatite. C'est quand c'est sur les lèvres, on va dire la chélite, sur le palais, on va dire l'uranite, et ainsi de suite. Donc, cette muqueuse peut avoir donc une inflammation d'origine infectieuse et souvent là, on peut avoir des infections virales qui entraînent des zonants et le VIH avec des espèces qui ont des manifestations buccales, a rappelé que l'une des manifestations au stade 1 du VIH-Sida, c'est les affections des stomatites, hein, c'est les affections bucco-dentaires. Et lorsque très tôt, on identifie, on se dit, ah, cette lésion peut être liée à une infection, à une première infection du VIH, on demande au patient de faire rapidement les tests et il a la chance d'être pris en charge précocement. Sur le plan bactérie, c'est surtout les infections spécifiques telles que la tuberculose et la syphilis, même si aujourd'hui on pense que la tuberculose est en recul, on a eu des cas de tuberculose orale hein, qui sont vraiment extra-pulmonaires, qui étaient vraiment
rares. On ne parle pas des candidoses qui sont très fréquentes et des aftes infectieuses. Avec ça, nous avons clôturé le grand groupe des infections orales. Et je vais rappeler un peu la carie dentaire d'abord, avec ses 4 stades, les parodontopathies et les infections radiculaires, donc de la racine avec de l'apex de la dent, les infections stomatiques, donc les stomatites, les infections de la muqueuse buccale et les infections focales qui ne sont pas dans la cavité buccale, mais qui sont dues à la cavité buccale et qui sont dans le. Donc, à partir de cette infection de la cavité buccale non traitées, elles peuvent donc évoluer vers des infections maxillofaciales. Et c'est de grands groupes que nous allons voir maintenant, les infections maxillofaciales, en commençant par le chef de file, qui est la cellulite. La cellulite qui est une infection inflammatoire, d'origine inflammatoire, ou une inflammation d'origine infectieuse du tissu cellulaire sous-cutané des espaces maxillofaciaux. Il faut retenir que les cellulites constituent à ce jour encore un enjeu majeur de santé. Madame Grasse l'a dit et je vais insister là-dessus. Elles sont très fréquentes. Toutes les études subsahariennes montrent à suffisance dans tous les services, que ce soit dans les chirurgies maxillofaciales ou dans les chirurgies. C'est la première cause d'hospitalisation. C'est la première cause de morbimortalité dans les mêmes services. Donc, elles sont graves. Elles sont marquées par une évitabilité, puisqu'on connaît, on sait qu'à 95%, dans 95% des cas, ce sont des causes d'origine dentaire. Donc, on peut prévenir. Appelle souvent les adultes jeunes. Aujourd'hui, on parle de problèmes d'existentialisme. Chaque matin que quelqu'un se réveille, il ne met pas l'hygiène bucco-dentaire au premier rang de ses préoccupations. C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir en manger. Donc, du coup, il oublie d'entretenir la qualité buccale et se met dans ses courses. C'est aussi une maladie de la pauvreté. Parce que quand les gens ont des douleurs dentaires et qui évoluent vers ça, ils cherchent des médicaments de rue. Donc, ils peuvent aller se faire soigner. Ces cellulites, euh, qui sont des complications des infections bucco-dentaires, sont souvent liées à quoi? À une prescription intempestive d'IA, s'il vous plaît, d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, prise surtout en automédication. Diapositive. Donc, prise en automédication, qui sont souvent les facteurs favorisants. Louis Pasteur le disait, le germe n'est rien, mais le terrain est tout. Lorsque nous avons un patient qui, je disais à l'entame, c'est pas parce qu'on a 700 germes dans la cavité buccale qu'on va faire une infection, qu'on va faire une cellulite. Mais lorsqu'on a une infection, lorsqu'on a un germe qui vient se retrouver sur un terrain favorable, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va faire que se développer. Donc, nous avons les états immunitaires, le diabète, le VIH, les états de grossesse, la prise anti-inflammatoire non stéroïdienne en automédication. Pourquoi? Parce que ces anti-inflammatoires viennent déprimer, viennent bloquer une réaction inflammatoire. Lorsqu'il y a une agression infectieuse, c'est normal que l'organisme établisse une barrière. C'est ça qu'on appelle l'inflammation. Donc, ces anti-inflammatoires viennent rompre cette barrière inflammatoire, donc favorisant ainsi la pullulation microbienne. Leur pronostic est souvent tragique, hein, parce que lorsqu'on les découvre dans nos contrées, elles viennent à un stade un peu tardif sur des malades qui sont souvent démunis, ils n'ont pas de truc. Alors, comment cela survient-il? Ces cellulites, comme on disait qu'elles sont d'origine et odontogène, d'abord,
c'est l'infection apicale. Dia, il ne sera pas de l'infection apicale. Tout à l'heure, vous allez voir les images. Et abcès sous-pérostée, qui est l'étape qui va suivre. Diffusion donc dans l'espace cellulaire là, qui va donc réaliser la cellulite. Et si rien n'est fait aussi, la diffusion continue puisque ces espaces cellulaires sont une continuité vers la région haute et vers la région basse, notamment le cou, le médiastin. Et les germes aussi peuvent disséminer dans la circulation sanguine générale, donc entraîner une septicémie, des nécroses massives, une toxi-infection grave. Nous connaissons les grands signes des chocs toxi-infectieux que nous retrouvons également ici et vers un décès brutal. L'évolution de ces cellules aussi va se faire donc vers dans le cerveau en entraînant des quoi dia, en entraînant des thrombophlébites crânio-faciales, des médiastinites, des sinusites musculaires et des complications systémiques. Nous allons encore revoir l'image là encore de la de l'infection dentaire. Donc, on dit tout commence. Le primum movens, comme on le dit, le primum movens, c'est l'infection dentaire, surtout apicale. Et lorsque rien n'est fait, paf, la dent étant dans l'os, elle affecte d'abord l'os par un abcès ostéopériosté ou un ostéophlégmon qui quitte donc cette partie pour atteindre les espaces celluleux que nous allons voir suivant. Donc, comment se fait la diffusion? Voilà. Vous voyez à l'image de droite, je commence par ça d'abord, où vous avez des dents sur la mâchoire. Et comme on parle de l'apex des dents, vous voyez, elle peut donc diffuser au-delà et en dedans comme en dehors. Donc, on revient sur l'image de gauche pour montrer maintenant comment les diffusions peuvent-elles se faire et entraîner des cellules selon les régions où se trouve où la diffusion s'est faite. Donc, quand vous prenez les dents mandibulaires, elles vont vous entraîner des cellules que vous allez trouver soit en sous-mandibulaire ou en sublingual, ou même en région parotidienne macétérique. Et lorsque c'est les dents qui sont supérieures, donc au niveau maxillaire, vous allez avoir donc des cellules temporales qui peuvent même évoluer vers les cellules orbitaires. Voilà un peu comment se fait cette diffusion. Et ça, c'est en l'absence de traitement, bien sûr. Les images qui vont suivre aussi vont montrer comment est-ce que la diffusion se fait et là où les collections se font. Donc, vous voyez un peu euh, la coloration orange, c'est cette diffusion et dans l'espace celluleux là, qui est sous-cutané entre les muscles et la peau. Et lorsque rien n'est fait, la diffusion va continuer. Elle va gagner de l'espace. La collection d'informations va gagner de l'espace. Évolue donc, comme on a appris dans la réaction inflammatoire, de la phase aiguë à de la phase aiguë séreuse à vers la phase collectée et, et vers la phase nécrosante. Donc, c'est cette évolution-là qu'on va suivre aussi la cellulite sur assez vite jusqu'à donc entraîner et à chaque étape les signes correspondants. Donc, comme vous allez voir la phase séreuse, il n'y a pas beaucoup de signes, c'est une communication qui est là, inflammatoire, toute, qui n'est pas encore fluctuante parce qu'il n'y a pas de collection dedans. Et lorsque vous passez à la phase collectée, souvent il y a une communication inflammatoire fluctuante et lorsque vous passez à la phase de nécrose, alors là, vous allez avoir des fissures, vous allez avoir des tissus nécrotiques. Vous allez voir, nous allons voir quelques images qui les illustrent. Et surtout, ce qui est dangereux, c'est l'évolution vers les régions profondes. Vous voyez sur la deuxième image, à l'intérieur, on a pris la partie donc, de l'oroface, où on peut évoluer, où on peut avoir des diffusions vers l'intérieur, donc qui vont aller vers soit la région cervicale et médiastinale, ou vers le haut, donc aller même entraîner des trous, des vites. Les images qui vont suivre vont être un peu choquantes, s'il vous plaît.
Mais il faut que vous voyez que c'est ça les cellulites. Et c'est ce que nous on dit, et c'est ce que c'est les infections les plus graves parmi les infections orofaciales et qu'il faille les retenir pour éviter qu'on en arrive là. Donc, on peut aller, on va voir, donc, vous voyez dans la première image, la post-lumifaction de l'hémiphase droite, hein, avec une peau qui est esfacelée et déjà euh, quelques fistules. Souvent, ces patients, et alors ils se disent, bon, ok, ils vont aller voir un tradithérapeute. Il va même procéder à des incisions, à des scarifications, en se disant que, bon, il va enlever le sang qui est là-dessus. Et à droite, vous voyez l'image où il y a une cellule déjà qui est au niveau orbitaire, avec écoulement du cul. Donc, on peut évoluer vers une fonte oculaire à ce niveau. Image. Alors, ici aussi, souvent, ces patients arrivent dans des états de détresse respiratoire. Le monsieur que vous voyez là-bas, vous ne voyez pas vraiment une collection. C'est la forme la plus grave des cellulites, qui est la forme, la cellulite gangréneuse, qui est souvent liée à des germes anaérobies. Et lorsque vous palpez, vous allez retrouver des crépitations neigeuses ou gazeuses qui est liée à la production de ces germes. Et c'est les états les plus graves. Voilà. Et suivant. Alors, dans ce cas, lorsqu'on est là, et c'est des infections, on est certain que c'est une infection, mais c'est quoi l'origine? C'est là on va voir l'éthologie en cherchant quoi? En cherchant à faire une fonction exploratrice de cette collection afin de pouvoir identifier les germes. L'identification du germe ne doit pas empêcher la mise en route du traitement pour qu'on puisse éviter les complications. Donc, ce qui est recommandé, c'est de pouvoir faire, dès qu'on est en face de malades chez lesquels on retrouve une tuméfaction inflammatoire fluctuante, c'est de pouvoir relever à la seringue, hein, dans la zone de fluctuation où on est sûr de retrouver du pus et de tout faire pour chasser l'air. En chassant l'air, on a la chance peut-être de retrouver des germes anaérobies. Et lorsque le malade, par exemple, l'image qui est en bas, et lorsque le malade a déjà une fistule, on n'a pas le choix que de faire ce qu'on appelle un écouillonnage pour pouvoir euh, identifier. Et lorsqu'on envoie les pour l'identification, il faut préciser si le malade a déjà fait un traitement antibiotique parce que le plus souvent, ces malades, ils se font conseiller, allez, il faut prendre un antibiotique, donc ils décapitent l'infection et on arrive plus à trouver vraiment le germe qui est en. Alors, on va suivre voir encore les images plus graves. Vous voyez un peu cette jeune dame qui a failli perdre ses deux seins parce que l'infection a quitté déjà la région maxillofaciale et est en train de descendre du cou jusqu'au thorax. Donc, vous voyez, quand au traitement, on fait le décapage de tout ce tissu nécrotique. À la troisième image, vous voyez ce qu'il lui reste comme tissu cutané. Et par la mise en place de la cicatrisation dirigée, on est arrivé à avoir au moins un revêtement assez cutané. Puis à la fin, on finit par faire quoi? On finit par faire une greffe de peau pour pouvoir couvrir tout ça là. Malheureusement, on n'a pas pu avoir cette dame-là. Donc, elle a commencé à cicatriser pour faire des images de cicatrisation définitive. Alors, sur le plan complémentaire, à part donc le bilan biologique qui permet de voir le degré d'atteinte, parce qu'avec le bilan biologique, on arrive à voir, aussi un bilan radiologique. Hein. Initialement, c'est la radiographie panoramique dentaire, donc on appelle l'autopantomogramme, pour pouvoir identifier les germes, les dents en cause. Vous voyez que quand vous voyez sur cette radio, surtout au niveau de la mandibule, donc, vous voyez, il n'y a que des restes de dents, il y a des images apicales, surtout au niveau de l'angle gauche, vous voyez des images de kystes ou chez des gens qui ont vraiment développé une carie dentaire. Et lorsque nous nous trouvons devant des cas de collection dont on n'arrive pas à identifier vraiment la zone de fluctuation, une tomodensitométrie est recommandée et qui va permettre de voir, vous voyez ici dans les images de tomodensitométrie en fenêtre parenchymentée, donc à gauche, vous allez voir la zone, les zones d'hypodensité.
surtout au niveau gauche. Vous allez voir des zones de et ça vous permet, au cours du drainage chirurgical, de savoir que ah, j'ai une poche purulente ici, j'ai une poche purulente en zone masséterique, j'ai une poche purulente au niveau du trigone rétromolaire, et ainsi de suite, pour pouvoir faire les drainages. Donc ça, c'est vraiment le premier groupe des infections faciales qui est très grave. Nous allons en parler directement après. Nous allons aborder le deuxième groupe des infections maxillofaciales assez graves aussi. Ce sont les ostéites. Les ostéites, donc, en dehors du fait que les cellules qui concernent le tissu cellulaire, les ostéites aussi, nous avons concerné les tissus osseux. Et donc, c'est toujours la même cause, c'est toujours la même origine dentaire, mais dans le cas des ostéites, on peut avoir des infections hématogènes comme dans les ostéomyélites. Voilà, donc, l'ostéomyélite qu'on a décrite sur les os longs au niveau des enfants, on peut avoir ces mêmes ostéomyélites au niveau de la mandibule, étant donné qu'elle est moins vascularisée et qui, lorsque, surtout dans les cas des patients qui sont des drépanocytaires avec les accidents qu'on connaît, donc on peut voir ça. Et il y a un peu des sommités aussi évoluent en plusieurs phases. Donc, tout comme toutes les inflammations, hein, phase aiguë séreuse, phase purulente et phase de nécrose. Donc la dia suivante va montrer les trois dans la phase. Hein, au début, on a une douleur dentaire, une dent qui est assise sur un os pathologique. Elle est fortement mobile. Même, elle peut ne même pas être carriée. À la fin, secondairement, on a donc la phase collectée où on a ce qu'on appelle un signe de Vincent. Étant donné que la plupart sont au niveau de la mandibule, l'infection qui va donc entrer, l'inflammation va infiltrer le nerf mandibulaire qui va donc souvent être, va avoir sa conduction nerveuse atteinte. Et le signe de Vincent signe la nécessité de la biomentonnière. Puis la phase de séquestration, la phase à laquelle souvent on reçoit les malades. Tellement l'os est détruit qu'il forme un séquestre. Et là, c'est un groupe dentaire qui est mobile. Il faut forcément aller chirurgicalement faire l'exérèse ou une excision de ce stress, de ce séquestre. Alors, une des infections les plus graves au niveau de la face qui est retrouvée et décrite, c'est le pneumonie. Et il intervient il apparaît chez les enfants, hein, dans la petite enfance de 2 à 6 ans le plus souvent, et évolue dans un contexte de pauvreté extrême, de malnutrition. Et on a décrit les saisons dans lesquelles, les saisons au cours desquelles souvent apparaissent cette maladie. C'est vraiment une maladie nutritionnelle et de la pauvreté. Parce qu'elles apparaissent souvent entre les saisons, à la fin des récoltes où on attend une prochaine saison, zone, dans les zones vraiment désertiques où l'alimentation n'est pas ça. Donc, de plus en plus, on a des ONG, enfants du Noma Afrique, qui vraiment chassent, on peut dire qu'ils chassent l'apparition de ce Noma. Vraiment, cette affection, elle évolue tellement rapidement. Du premier jour au J14, si on n'a rien fait, on aboutit à une destruction d'une bonne partie de la. Ça commence par un prodrome, c'est ainsi qu'une petite papule dans la gencive et qui évolue avec une ulcération, hein, une macule douloureuse. Puis la nécrose s'étend rapidement, elle est souvent bien limitée, c'est ce qu'on appelle avec un sillon d'élimination. Et cette nécrose va chuter vers la J14. Voilà quelques images suivantes qui montrent un peu l'ampleur de ce qu'on appelle le noma qui apparaît chez les enfants. Vous voyez la première image, c'est rare de voir l'enfant dans les signes, dans les premiers signes. C'est pas possible. Souvent, on le retrouve à la phase où il y a déjà la nécrose ou à la phase où on a un signe d'élimination. Et, et après quelques jours, lorsqu'on fait les soins, lorsque l'enfant est encore survivant, il y a la chute de la nécrose et vous voyez tout ce qui est parti, la large perte de substance qui est à la fois
partie molle et osseuse. Vous voyez, c'est ce qui est tributaire. Et ça, c'est aussi au cours d'une bonne alimentation, d'une bonne nutrition, d'un bon traitement antibiotique. Sinon, ces enfants, vraiment, ils souffrent. Et à la suite, lorsque on continue les pansements, et dans le cas des pansements, comment on appelle-t-on, euh, pansements dirigés, dia suivante, on aboutit donc à la réduction donc, de cette perte de substance et pour éviter donc que ça évolue vers des rétractions terribles, il est rapidement alors donc fait une chirurgie de réparation, chirurgie plastique et reconstructrice avec des lambeaux qui permettent donc de juguler cette perte de substance et de permettre à l'enfant de retrouver ses fonctions et un peu sa morphologie. Voilà, nous avons balayé les grandes infections orofaciales. Et le deuxième groupe d'infections maxillofaciales, donc, c'est d'abord les cellulites, ensuite les ostites et le noma. Aucune de ces infections ne fait grâce à, n'a de pitié pour l'homme, surtout elles sont vitales et elles évoluent dans un contexte de pauvreté où il y a souvent les malades sont démunis, ils viennent et quelquefois dans les hôpitaux, le personnel cotise même pour les prendre en charge. Voilà, donc nous avons décrit de façon de clinique un petit aperçu sur le traitement. D'abord, le traitement curatif. Pour les infections orales, il faut vraiment, c'est la bonne collaboration entre les chirurgiens dentistes et les chirurgiens oraux et les chirurgiens maxillofaciaux, parce que la plupart des caries dentaires qui doivent être traités, il faut qu'ils soient traités par les dentistes. Les infections périradiculaires également, les parodontopathies. Normalement, tout médecin généraliste doit pouvoir diagnostiquer une parodontopathie et mettre un traitement antibiotique en route avant, s'il faut, de l'envoyer vers les filières, les parodontologistes pour pouvoir espérer donc, de rétablir le parodonte. Et dans le cas des infections focales, vous allez voir que dans certains services, on envoie souvent les malades vers les services de stomato pour rechercher le foyer infectieux bucco-dentaire. Et aussi également, c'est souvent en pré-traitement pour certaines chirurgies telles que la mise en place des prothèses de hanches, de genoux, la mise en place de prothèses valvulaires et au niveau des cardio. Il faut éliminer un foyer infectieux bucco-dentaire. Pourquoi? Parce que la plupart de ces traitements se font sous anesthésie générale. Et pour faire l'anesthésie générale, on fait l'intubation orotrachéale. Il faut donc éviter qu'aucun germe qui soit encore présent dans la cavité buccale, aucune infection patente, même latente, dans la cavité buccale ne puisse être disséminée dans la sécrétion générale et aille se déposer au lieu de la prothèse pour donc mettre en jeu ou bien mettre en exergue ou bien mettre en danger plutôt la, la prothèse qui est en train d'être mise en place. Donc, à part ces traitements des infections orales, les infections maxillofaciales telles que les cellulites, suivant, s'il vous plaît, ne s'envisagent qu'en milieu hospitalier. Suivant, voilà, donc en milieu hospitalier, il faut fortement hospitaliser le malade et mettre en route un traitement médical antalgique antibiotique et surtout une antibiothérapie. Et, et les études qui ont été faites dans plusieurs domaines, on peut mettre en évidence les gènes et aussi identifier les antibiotiques auxquels ces germes sont sensibles pour permettre de faire ce qu'on appelle quoi? Une antibiothérapie probabiliste, en attendant que le prélèvement qui a été fait et envoyé à l'examen bactériologique puisse rapporter les résultats qui pourra donc permettre de réadapter le traitement en tenant compte donc, de ces résultats. Le traitement chirurgical, il est envisagé surtout lorsqu'on a une correction, on a une tuméfaction purulente, on a une phase de séquestre. Il faut aller vider. Un maître disait, quand il y a le pu, il faut mettre le fer. Donc, il faut aller inciser, il faut aller drainer. Et
il ne faut pas oublier toujours de traiter la cause. Lorsque la dent est identifiée, il faut nécessairement qu'on fasse son traitement. Et on se dit, si une dent qui a pu emmener un malade à développer une cellulite, il faut encore la traiter. Ah, il y a un souci. On préfère le traitement radical, faire une adduction dentaire, quitte au malade de faire une prothèse plus tard. Et ce traitement est valable pour l'ostéite et la cellulite. Mais dans le cas du moment, c'est vraiment particulier, c'est les enfants, il faut les hospitaliser, il faut faire une réhydratation, une nutrition parentérale associée à un traitement médical, antalgique, antibiotique également. À la phase aiguë, il faut activer les tissus nécrotiques rapidement pour éviter une autre diffusion. Et à la phase séquelaire, c'est la chirurgie plastique et reconstructrice qu'il faut envisager. La lourdeur de ce traitement, quand vous voyez déjà le traitement d'une cellulite, l'hospitalisation qui dure minimum 7 à 12 jours, donc 14 jours, donc 2 semaines. Le coût des soins, une étude a permis de savoir que le traitement, la prise en charge d'une cellulite est peut-être 54, entre 54 et 150 fois plus grande que la prise en charge de la carie dentaire qui a entraîné ces cellulites. C'est pourquoi il faut vraiment une très bonne collaboration optimisée entre le chirurgien dentiste et le chirurgien oral pour pouvoir restreindre la prévalence de ces complications graves. Donc, souvent, lorsqu'on est en face de ces, de ces infections, on se demande, mais pourquoi pas la prévention? Qu'est-ce qu'on fait au niveau prévention? Donc, nous allons passer donc au traitement préventif, DIA. Donc, la collaboration doit être optimisée. Alors, lorsque chaque année, il y a ce qu'on appelle la semaine de la santé bucco-dentaire, il faut que le message passe. On puisse dire au malade, si tu ne traites pas ta carie dentaire, elle va évoluer vers une affection grave et tu risques non seulement de perdre ta vie, mais tu risques de perdre énormément. C'est ce qu'on appelle les coûts directs, les coûts indirects, hein, qui sont liés au traitement, et les coûts non marchands qu'on ne peut même pas évaluer. Et le fait d'être resté là-bas, tu te crées un préjudice, un dolorum, un prétium doloris, un prétium mortis. Vous voyez, ces complications sur le psy du malade. Vous voyez la dame qui a perdu pratiquement hein, euh, tout son revêtement cutané cervico-thoracique. C'est quand même important. Cette dame, elle est mariée, elle n'est pas mariée, qu'est-ce qu'elle va devenir socialement? Voilà. Donc, la prévention est d'abord primordiale pour éviter euh, les facteurs de risque. C'est-à-dire que si vous savez que la consommation de sucre, du tabac, on n'en a pas parlé, il y a aussi le tabac, et vous êtes un terrain qui est vraiment dissimulitaire, donc c'est d'abord éviter les facteurs de risque. La prévention primaire, lorsqu'il y a ces facteurs de risque qui n'ont pas pu être évités et que la maladie survient, c'est pouvoir prendre en charge cette maladie au tout début. La prévention secondaire, c'est lorsque vraiment c'est installé, mettre le vrai traitement pour ne pas arriver à la complication, donc à l'arrivée des complications qui peuvent être graves et mortelles donc, au niveau de la prévention hein, tertiaire et sinon aussi faire la réparation des séquelles. D'où la prévention. Alors, cette prévention, il y a plusieurs expressions, communication pour un changement de comportement, sur le danger de l'automédication, les traitements traditionnels, les scarifications, et en parlant aussi des cours directs et indirects. Et je dis souvent, dans nos communautés, nous savons combien c'est la gravité de ces maladies. Combien parmi nous parlons de l'hygiène bucco-dentaire dans nos communautés. Combien parmi nous parlons de cette hygiène dans notre église? Est-ce qu'on demande au niveau, à l'imam, après la prière, de parler un peu de santé, de parler un peu des maladies qu'on peut éviter? Est-ce qu'on demande ça dans nos groupes d'amis, dans nos équipes de football, voilà. Il faut que tout le monde participe à la prévention. Aujourd'hui, avec ça, au moins, on peut arriver à une réduction notable des maladies
et surtout des infections bucco-dentaires. Et en conclusion, je vais citer le secrétaire général, le directeur de l'OMS. Une bonne santé bucco-dentaire est essentielle pour manger, pour respirer et parler, et contribue à la santé générale, au bien-être et à la confiance dans les échanges avec autrui. Une bonne santé bucco-dentaire, vous voyez les avantages de cette santé bucco-dentaire. Puis, notre plus grande défi va consister désormais à faire en sorte que chacun, quel que soit son lieu de vie, quel que soit son revenu, dispose de connaissances et d'outils nécessaires pour prendre en soin ses dents et sa bouche et ait accès à la prévention et aux soins lorsqu'il en a besoin. Ça veut dire que nous tous, on doit faire partie de ça. Je vous remercie. Merci pour votre aimable attention. Merci infiniment, professeur, pour cette présentation remarquable, riche en contenu et d'une grande valeur pédagogique. Nous allons à présent passer à la phase des questions-réponses. Lorsque vous souhaiterez intervenir, merci de lever la main. Une fois la parole accordée, veuillez vous présenter brièvement avant de formuler votre question ou votre remarque, afin de nous permettre de mieux vous connaître. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir baisser la main à la fin de votre intervention afin de faciliter la gestion des échanges. Merci. Apparemment, le message du professeur est super bien passé. Ok, merci, docteur Moussa. Bonjour, docteur Moussa, j'espère que vous allez bien. Bonjour, non, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Vous avez la parole. Merci beaucoup, madame, pour la parole. Vous me recevez? Oui, oui, très bien. Ok, déjà, merci beaucoup, madame, pour la parole. Merci encore une fois au professeur Lissa pour cet enseignement qui est riche en informations que nous retirons, et également à notre recyclage. Merci pour l'initiative et puis la présentation a été très exceptionnelle et j'ai bien assimilé. Mais néanmoins, j'ai une partage d'espérance et aussi une question. Bon, par rapport, c'est pour le moment, c'est pour dire que c'est toujours d'actualité. Et je pense qu'en 2024, quand j'étais en stage en pédiatrie au CHS Sokoté, on avait un enfant qui avait le Nouma, qui n'était pas encore au stade avancé, qu'on avait diagnostiqué tôt. Et avec le concours du chef de service et puis voilà, des initiatives, et l'appui du service de stomatologie aussi du CHS Sokodé, on a pu stopper l'évolution de cette maladie. Et la particularité chez cet enfant, comme le docteur l'a dit, c'est souvent des enfants défavorisés. Mais chez notre enfant, il y avait une notion d'infection au VIH. Les deux parents avaient le VIH, l'enfant aussi en avait. Et également, il y avait une tuberculose pulmonaire associée. Donc, c'est pour dire que le terrain était très fragilisé et voilà, qui avait laissé place à cette infection. Et heureusement pour nous, comme voilà, l'enfant et la maman, les parents sont programmés pour des contrôles de rendez-vous pour le VIH et la tuberculose. Donc, on a pu traquer l'enfant là à temps et puis voilà, on a pu sauver du truc. Donc, c'était ça pour parler pour cette expérience. Et l'autre aussi pour dire, comme le professeur disait, il y a des initiatives actuellement qui prennent en charge spécifiquement cette maladie qu'on appelle le Nouma. Il y a des ONG qui en appuient. Il y avait suivi une cérémonie de lancement dans ce sens au Palais des Congrès à Cara. Et ça se trouve au CHU Sylvanus Olympieux, au CHU Cara. Donc,
peut-être vous nous avez dit que voilà, tous ces cas de NOMA qu'on reçoit dans nos communautés, dans nos hôpitaux, et on peut les référer dans ces structures-là, que la prise en charge est gratuite sur le plan médicamenteux, sur le plan déplacement, sur le plan logement et tout. Et voilà, s'il y a des cas, il suffit juste de contacter l'autorité médicale supérieure de la région et puis voilà, le circuit est déclenché et ça pourrait sauver les enfants. Voilà. Moi, ma question, c'est le professeur a dit que l'utilisation abusive des automédications, des anti-inflammatoires non stéroïdiens faisait les facteurs participer pour les infections du cadre. C'est pourquoi maintenant, nous qui avons toujours chaque jour à rencontre avec les pathologies rhumatologiques, notamment les arthroses et autres, et voilà, qu'on prescrit les anti-inflammatoires pour soulager ces douleurs, ou bien voilà, les rhumatologues qui, voilà, leur première intention les anti-inflammatoires pour soulager les douleurs et que le patient prend ça à tout moment. C'était pour voir, est-ce qu'il y a une dose maximale ou bien est-ce qu'il y a une durée qui peut entraîner cette fragilisation-là pour provoquer des maladies, des infections au niveau de la bouche. Merci beaucoup une fois, professeur, pour cette présentation et merci pour l'initiative. Merci à Voilà, vous. de me présenter, comme je le disais, c'est Dr Bankoti Moussa, je suis médecin généraliste et actuellement j'exerce au CHP, Centre hospitalier préfectoral de Dagny APM, c'est dans les plateaux. Merci. Merci à vous, Dr Moussa, pour le partage d'expérience en premier lieu et pour votre préoccupation. Professeur, vous avez la parole. Alors, vous m'entendez? Professeur, nous vous entendons. D'accord. Alors, je remercie donc mon confrère, le docteur Moussa. Et il fait partage de sa belle expérience. Et vraiment, moi, je dis quoi, je veux dire mon chapeau. Et puis, et c'est comme ça que on souhaiterait que vraiment les malades soient pris en charge. On n'atteigne pas les états graves. Et vraiment, chapeau et félicitations à toute son équipe. Je crois qu'il est avec le docteur Dossou, qui est un ami de longue date, qui était donc au CHR Sogodé, le pédiatre, et qui ont vraiment pris en charge cet enfant. Et vraiment, si on pouvait avoir des enfants qu'on peut retrouver à ces étapes pour les prendre en charge avant qu'ils ne développent des séquelles, ce serait vraiment bien. D'ailleurs, pourquoi on va avoir à ce niveau, c'est pourquoi on dit la prévention primordiale et primaire. Alors, par rapport à sa question, effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas empêcher la prescription d'anti-inflammatoires. C'est pour ça même qu'ils existent. Et ils ont des indications bien précises. Et dans le cas d'espèces, en termes d'anti-inflammatoire qui est pris dans les infections, c'est en particulier lorsque le malade a une carie dentaire, donc qui est manifestée par souvent une grande douleur. Et vous savez, comme on le dit, c'est le maladie de la pauvreté. Et récemment, une étude a montré les couches sociales les plus défavorisées qui sont sujettes à ça. Comme je le disais tantôt, c'est des gens qui se lèvent le matin. La première des choses, c'est aller chercher mon gagne-pain. Mon hygiène bucco-dentaire va venir après. Au cours de l'achat de ce gagne-pain, il a une douleur. Et bon, on lui dit, OK, je ne vais pas citer des noms, on va prendre tel médicament, on va prendre tel médicament. Et quand on regarde la plupart du temps, les DCI de ces médicaments, c'est quoi? C'est de l'ibuprofène, c'est de l'ifluril, c'est tant. Effectivement, ça résout le problème. Pourquoi? Parce que l'inflammation étant douloureuse, lorsqu'on passe l'inflammation, donc la douleur aussi disparaît. Seulement, c'est que ça favorise la purulation des germes. Alors, pour dire, on ne peut pas dire qu'il y a un dosage ou il y a une dose maximale qu'il faut atteindre. C'est d'abord savoir dans quel cadre et dans quel contexte l'anti-inflammatoire a été prescrit.
il a été prescrit pour une douleur rhumatismale. Il n'y a pas de problème d'infection en ce moment, donc il n'y a pas de souci. Mais si c'est dans le cadre d'une infection, parce que la carie, dans tous les cas, c'est une infection. C'est une infection. Donc, on ne peut pas traiter une infection avec un anti-inflammatoire. Donc, il faut forcément mettre un antibiotique. Donc, si c'est juste pour les douleurs rhumatismales, ça ne pose pas de problème. C'est comme dans le cas des érysipèles. On peut prescrire un anti-inflammatoire, alors qu'on sait que l'érysipèle c'est vrai, elle est une jambe grosse, douloureuse, c'est l'anti-inflammatoire qui aurait pu faire l'affaire, mais c'est une infection. Et lorsqu'il y a une infection, c'est pas l'anti-inflammatoire qui règle le problème. Donc, on peut associer, et moi, vous avez vu que j'ai mis les corticoïdes, surtout quand les tuméfactions vont jusqu'à euh, fermer la filière oropharyngée. Donc, en vrai, il faut mettre des corticoïdes pour réduire ça. Mais il y a l'antibiotique, forcément. Je ne sais pas si j'ai répondu à mon collègue docteur Moussa. Merci infiniment, professeur, pour votre réponse. Et docteur Moussa, j'espère que vous avez eu satisfaction. Oui, madame, merci beaucoup et merci beaucoup au professeur pour ces éclaircissements. Donc, c'était juste, voilà, tout le monde, je savais que, voilà, dans les infections du code dentaire et caries-otères, les anti-inflammatoires sont contre-indiqués. Mais voilà, dans la présentation, j'avais dû comprendre que, voilà, comment on utilise les anti-inflammatoires dans d'autres circonstances, ça peut fragiliser et entraîner l'aggravation de ces maladies de la bouche. Sinon, c'est clair. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous, docteur Moussa. Professeur, dans la discussion, nous avons Madame Catherine qui voudrait savoir si pour le traitement des ostéites et ostéomyélites, y a-t-il un traitement médicamenteux adjuvant aux antibiotiques et aux adalgiques qui est préconisé pour favoriser la réminéralisation et au préalable stopper l'évolution de la pathologie en elle-même si nous n'avons pas de signes en faveur de l'infection? Alors, merci à Madame Catherine pour l'intérêt porté à cette présentation. Dans le cas d'espèces des osteomyélites, surtout lorsqu'elles sont en manifestation orofaciale, il faut rappeler d'abord que ce n'est pas juste au niveau orofacial. Ça veut dire que d'abord, l'ostéomyélite, elle est une maladie générale, donc systémique. Il faut toujours traiter la cause. Quand on dit de traiter la cause, donc qui est régulée, il faut que je cherche à savoir maintenant, est-ce qu'il y a eu vraiment une déminéralisation ou pas? Dans le cas j'avais des images, je n'ai pas voulu vous les présenter. Dans le cas, par exemple, des infections au niveau, par exemple, mandibulaire, qui est l'os qui est le plus atteint lors des ostéites et ostéomyélites, la destruction osseuse est carrément complète. Elle entraîne carrément des séquestres. Et ce que nous avons fait en ce moment, c'est de faire carrément des greffes osseuses ou un embout euh, de musculo-osseux pour pouvoir combler cette perte de substance. En l'espèce, par rapport à un traitement médicamenteux pour une réminéralisation osseuse, je pense que les rhumatos ont beaucoup plus, ce qu'il y a des traitements à base de calcium qui sont souvent prescrits. Et est-ce que ça a son grand effet? Et nous, en maxillo, c'est rare de voir ces traitements marcher. Tellement l'infection est grave qu'elle détruit tout l'os et on est obligé d'aller au moins faire l'excision des séquestres et euh, per- permettre d'abord que la suppuration tarisse et envisager une reconstruction secondaire des pertes de substances osseuses par des greffons osseux. Merci. Merci, professeur, pour votre réponse. Nous allons à présent passer la parole au docteur Touré. Bonsoir, docteur. Vous allez bien, j'espère. Vous avez la parole. Bonsoir, Lucas. Merci beaucoup au professeur Bissau pour le partage des connaissances. Nous sommes Dr Salif Touré, médecin généraliste exerçant à Bamako, au Mali. Et
J'ai deux questions par rapport à la présentation du professeur. La première question, c'est au niveau de la prévention primaire, comme vous avez dit. Est-ce que des soins de pivot dentaire comme le blanchissement ou le détartrage sont des facteurs de risque de pollution ou bien de dérèglement du flore buccal et qui peut amener des infections bucco-dentaires? Et la deuxième question a été en partie prise en compte par rapport à l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Parce que au niveau du traitement, vous avez ajouté des corticoïdes comme vous l'avez dit. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une durée limite de corticothérapie au cours du traitement médical? Et si également la corticothérapie peut être initiée même sans une identification du verbe. D'accord, merci à vous, docteur, pour vos questions. Professeur, si vous voulez bien, nous pouvons répondre au docteur Touré. Bien sûr, on va lui répondre. Il y a des inquiétudes. Et d'abord, le remercier pour l'intérêt qu'il a porté à la présentation, l'a suivi jusqu'à aller poser ses questions. Alors, pour revenir sur ces questions, la première, c'est par rapport à la prévention. Il faudrait savoir si les traitements comme le détartrage ou le blanchiment peuvent altérer la flore buccale et entraîner donc un déséquilibre qui est donc favorable à la survenue des infections. D'abord, le détartrage, ça c'est un traitement médical. Parce que quoi? Les tartres, c'est des dépôts anormaux qui se font au niveau des collets dentaires et qui altèrent, parce que la présence de ces tartres déséquilibre déjà la flore buccale, puisque ils sont considérés comme des corps étrangers et les corps étrangers vont faire l'objet d'inflammations à répétition et qui vont alors déséquilibrer la flore buccale. La présence de ces tartres fait partie des facteurs de risque de survenue même des caries dentaires. Donc, faire un détartrage et faire un traitement préventif de ces infections oro-faciales. Donc, lui, il n'a pas de problème. Alors, quant au blanchiment, c'est quoi le blanchiment? Les gens, souvent, c'est que les gens ne savent pas, en fait, c'est quoi? Toute personne a une couleur de dents. On a des gens qui ont des dents blanches, vraiment blanches. Il y en a qui ont des dents moins blanches. Je ne veux pas dire brunes ou tout, mais ça dépend de la minéralisation qu'il a au départ. Si quelqu'un n'a pas de dents blanches et qui veut la blanchir, ça veut dire qu'il est en train d'enlever une partie de sa dent. Le plus souvent, c'est l'émail. Qu'il a, par exemple, de l'émail pour entraîner, pour voir la pulpe qui est encore plus blanche que l'émail. Et là, ce n'est pas vraiment un traitement médical. Parce qu'il n'y a aucun traitement médical qui indique un blanchiment. Lorsque vous faites du blanchiment, vous détruisez votre émail. Or, l'émail, c'est la première couche et la plus importante, même si elle est très, très fine. 1 à 2 millimètres maximum. Quand vous faites le blanchiment, vous abrasez l'émail et donc vous exposez la pulpe, vous exposez les dents à une destruction progressive. Le blanchiment, lui, par contre, bon, c'est vrai que quand on fait le détartrage, on fait ce qu'on appelle le surfaçage. C'est-à-dire on essaie c'est comme vous lavez votre peau, vous essayez d'enlever les petites pellicules. Ça, ce n'est pas le blanchiment. Donc, au cours du détartrage, on peut faire un petit surfaçage, un lavage approfondi des dents et ça peut paraître plus éclatant. Mais lui, il n'intervient pas sur, le blanchiment n'intervient pas sur le déséquilibre du biotope. Par contre, il fragilise les couches protectrices de la dent. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ça. Je pense à la première question. Oui, la deuxième question est revenue sur la durée de la corticothérapie. D'abord, l'indication de la corticothérapie, c'est lorsque vraiment l'œdème est en train de, 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 d'encombrer les voies aériennes et de comprimer les voies aériennes, surtout supérieures, qui est souvent à l'origine d'une dyspnée et d'une dysphagie. Donc, quand on fait ce traitement de corticothérapie de courte durée, de 3 à 5 jours maximum, c'est pour réduire énormément cet œdème. Et lorsque cet œdème est réduit, on arrête directement le traitement. Donc, le traitement
injectable, c'est maximum 3 à 5 jours. Merci bien. Merci à vous, professeur, pour vos réponses et tous ces éclaircissements. Et j'espère que, docteur, vous êtes satisfait. Oui, merci beaucoup pour le professeur pour les éclaircissements apportés. D'accord, merci. À présent, nous allons passer la parole à Monsieur Altiga Romaric. Bonsoir, nous espérons que vous allez bien. Vous avez la parole. Bonsoir, madame. Bonsoir, Monsieur Romaric. Merci de m'avoir donné la parole. Et avant tout propos, nous tenons à remercier le professeur Bissa pour sa belle présentation et encore plus la connaissance partagée pour nous les jeunes médecins. Et je me présente, je suis docteur Altiga Romaric. Je suis tchadien, DS en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie au Burkina Faso. Donc, ceci étant, je reviens encore, ça pour moi, c'est pas une question en tant que telle, mais j'aimerais un peu faire le commentaire et demander l'avis du cher maître, le professeur Bissa, parce que j'ai eu quand même la chance d'être à Niamey, à Ouaga et chez moi au Tchad. J'ai vu que les infections, surtout bucco-dentaires, sont vraiment un fléau dans le domaine de la santé et surtout les infections maxillofaciales telles que le cas des cellulites d'origine dentaire. Il faut savoir que le professeur a noté que ça fait partie de, bon, à peu près 30 à 45% de motifs de consultation et d'hospitalisation dans les services de chirurgie maxillofaciale et de ORL. Maintenant, j'aimerais savoir et demander au professeur, dans notre contexte, surtout africain, le pays africain en voie de développement, les gens pensent beaucoup plus à une histoire mystique qui est derrière cette pathologie. Souvent, ils vont te parler que ce sont des génies qui provoquent ce genre de maladies parce que vous allez remarquer que quand il y a déjà une cellule avec une tuméfaction sous-mentale, conjugale, les gens pensent que c'est vraiment mystique. Maintenant, j'aimerais savoir par rapport à l'expérience de notre professeur Bissa, savoir si euh, quand nous sommes dans ces genres de milieux, comment on peut se comporter? Est-ce que la communication ou bien la sensibilisation seule peut déjà vaincre ces genres de pensées? Ou bien, moi, je viens dans un pays où on n'a pas assez de chirurgiens maxillofaciaux faciaux, et que dans un hôpital, mais dans un milieu où on se retrouve seul, est-ce qu'on s'est permis de faire une formation essentielle, par exemple, pour la prise en charge des cellulites pour des agents de santé? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est permis? Donc, j'aimerais savoir, comme notre professeur a eu l'expérience, beaucoup d'expérience dans ce domaine, donc j'aimerais savoir et avoir ses conseils pour ces genres de prise en charge. Parce que, bon, comme le professeur a bien expliqué durant tout l'exposé, et la prise en charge, maintenant j'aimerais savoir si moi je vais travailler avec ces gens-là pour mieux, parce que c'est devenu un problème de santé publique. D'accord, merci madame. Merci infiniment à vous, docteur Romaric, pour votre question. Professeur Bissa, vous avez la parole. Ah, merci, Madame Grace, et puis merci surtout au docteur Romaric Atinga et pour son intervention. Et ça montre aussi l'intérêt qu'il a porté à la présentation. Et ça me réjouit aussi du fait qu'il est un chirurgien maxillofacial en formation. Et déjà, il a cette envie de bien soigner sa population. Et ça, moi, je lui dis déjà félicitations pour avoir cette Merci. empathie vers les malades, puisque ce n'est pas tout le monde qui a vraiment cette envie de bien soigner pour qu'il n'y ait pas de maladies graves, qu'il n'y ait pas de morts. Donc, en pensant déjà à la sensibilisation, en pensant à la formation du personnel, vous avez déjà fait, je pense que vous avez fait la moitié du chemin. Et vous êtes dans la légalité absolue de proposer ce genre de formation à votre personnel, au personnel que vous avez. C'est ça, il dit, la communication, lorsqu'on est, et, comment appelle-t-on, lorsqu'on est sûr, certain de
d'une physiopathologie d'une maladie, on sait les causes, on sait les conséquences et on a une idée du coût, que ce soit direct, indirect ou non marchand de maladie. Les actions à entreprendre sont allouées. Donc, j'invite, hein, j'encourage mon cher jeune frère pour que dès qu'il arrive, il mette ça en place. Et je le disais tantôt, même dans nos communautés religieuses, même entre nous, nos amis, et nous avons l'habitude d'aller chez nous, on dit les funérailles, les gens vont, ils font la fête. Mais pourquoi ne pas profiter de ces gens de rassemblement où beaucoup de gens sont là pour faire une bonne sensibilisation? Parler de la santé bucco-dentaire doit être aujourd'hui un truc de bonjour, bonjour Jean, est-ce que tu t'es brossé les dents ce matin? C'est pas comme ça, je dis ça pour paraphraser, mais ça doit être comme ça. Alors, par rapport maintenant au traitement, et d'abord comment se comporter quand les gens pensent que hum, c'est un fléau, c'est des trucs mystiques. Vous savez, l'Afrique a toujours continué par avoir ce qu'on appelle un incroyable talent. Je mets ça entre griffes. Et c'est nous, à nous maintenant, aujourd'hui, qui avons franchi cette étape, qui avons compris qu'il y a un mysticisme. C'est à nous de trouver les mots pour convaincre notre population. Lorsque vous aurez pris en charge un patient porteur d'une cellulite et qui guérit et qui retourne en partant de l'hôpital, vous devez lui laisser un message de sensibilisation pour sa famille d'abord. Lui dire qu'il faut qu'il aille porter le message lorsque vous avez une carie dentaire, il fallait vous faire soigner par un dentiste rapidement. Ce n'est pas la peine de passer par des petits médicaments à gauche à droite. Ça, c'est un. Si lui, il porte le message, on dit, ah, mais le gars là qu'on pensait que c'est un sort qu'on lui a jeté, c'est du mysticisme, mais il est allé à l'hôpital, il a été soigné, il est guéri. Il parle, on est encore dans la tradition orale, ça va porter. Un patient de guéri et plusieurs patients de gagner. Donc, eux vont venir, vous serez submergés par les patients. C'est pour ça, nous tous, on a eu, au tout début de notre pratique, où on n'était pas nombreux chez Jean Maxillofacial au Togo, il a fallu passer par ça, étape par étape. Lorsqu'il y a des formations, contribuer, participer à ces formations, communiquer sur ce qu'on fait, sur tous les résultats de ce qu'on fait. Et bien, et les autres vont vous suivre. C'est clair. Moi, je vous encourage à cette sensibilisation autour de vous, vos malades, à votre personnel de santé. Et pourquoi ne pas organiser, vous demander juste l'apport, l'avis de votre autorité sanitaire pour organiser ces genres de formations pour que les gens soient bien renseignés sur les facteurs de risque, les causes et permettre maintenant à ce que la prévention primaire soit là. Donc, félicitations, docteur Akilga, pour cette idée que vous avez. Et soyez rassurés, lorsque vous aurez soigné bien les malades, les cellulites, ils ne vont plus passer chez les tradithérapeutes, ils ne vont plus passer chez les féticheurs. Et l'autre problème qu'on a, aujourd'hui, les cellulites, c'est bon, ça c'est vite vu parce que ça tue rapidement. L'autre problème qu'on a, c'est les tumeurs maxillofaciales qui sont aussi volumineuses comme ça et qui évoluent sans rien. Et aussi les fentes. Donc, vous allez voir que dans les fentes aussi, les malformations, là, c'est toujours ça, on va penser, on va dire non, on a jeté un sort sur la dame parce que quand elle était enceinte, elle a fait ceci, et ou celui qui porte la tumeur, on dit voilà, et ses parents ont fait cela. Donc, nous, on a l'obligation en tant que personne de la santé, sachant qu'on peut guérir de ces maladies, on a l'obligation de porter l'information jusqu'au tréfonds. Merci, cher ami, et bonne suite dans ta formation. Merci à vous, professeur, pour tous ces mots et j'espère que docteur Omari qui a eu satisfaction. Oui, merci beaucoup. Merci au professeur. J'ai eu satisfaction à 100%. Merci beaucoup. Un plaisir de le savoir. Alors, professeur, dans la discussion, nous avons Monsieur Laurent qui est étudiant en 6e année à la FSS de l'Université de Cara, qui vous remercie en premier lieu pour votre présentation et a quelques questions. La première, il aimerait connaître dans la rage dentaire quel est le traitement spécifique à part le traitement antalgique et antibiotique. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un autre traitement secondaire?
Sa deuxième question, dans le traitement de la cellulite, le professeur a parlé d'une bi-antibiothérapie. Et alors, quelles sont les classes d'antibiotiques à privilégier? Sa troisième question, dans le drainage chirurgical, est-ce qu'un médecin généraliste dans un centre périphérique peut être autorisé à poser le geste ou bien le geste doit se faire uniquement dans un service spécialisé en odontostomatologie? Vous avez la parole, professeur. Merci, grâce encore pour partager la parole et merci au futur docteur Laurent et pour ces inquiétudes qui sont très bien fondées parce que à son niveau déjà, il est en train de finir ses études. Il s'est dit, ah voilà, bientôt je serai médecin, je peux être affecté dans une zone loin. Si je rencontre un malade, je tombe sur un malade qui a une rage dentaire, qui a une cellulite et qu'on doit drainer, qu'est-ce que je fais? Voilà, ces inquiétudes étant, je vais lui apporter des éléments de réponse pour opérer. D'abord, la rage dentaire, comme je vous ai dit là, quand on voit un chien enragé, il se comporte comme un fou. Il n'y a rien qui peut l'arrêter, à part aller faire un traitement. Le traitement antibiotique, c'est premièrement pour abus prophylactique, pour éviter que l'infection se propage. Le traitement antalgique va essayer de résoudre son problème de douleur. Sinon, c'est pas vous pouvez aller jusqu'à la morphine. Lorsque vous êtes en rage dentaire, ça ne va rien donner. Il faut aller au cabinet dentaire, se faire soigner la dent. Les techniques de traitement de ces dents, je n'ai pas voulu les développer ici. C'est vraiment dans euh, le monopole des chirurgiens dentistes. Et ce qui est sûr, c'est à plusieurs étapes, mais déjà, lorsque vous entrez avec cette rage dentaire dans un service d'odontologie, vous allez trouver une solution. Donc, il n'y a pas un traitement spécifique pour la rage dentaire pour la calmer. C'est pas possible. Il faut aller se faire soigner directement dans un service d'odontostomatologie. Deuxièmement, par rapport à la biantibiothérapie dans la cellulite, alors les études qui ont été faites ont permis d'identifier les antibiotiques à large spectre qui sont toujours proposés en première intention et associés le plus souvent, sinon toujours à un imidazolé pour éviter donc la pullulation par les germes anaérobiques qui ont des formes très graves du cellulite. Donc, souvent, dans ce cas, c'est quoi? C'est les antibiotiques à l'air, c'est les pénicillines. Donc, même de l'amoxicilline simple en injectable avec du métronidazole, et ça marche souvent quand le terrain est favorable. Donc, vous pouvez aller aux céphalosporines de deuxième, troisième génération, surtout. Vous pouvez aller donc aussi l'association amoxicilline acéclablanique aussi. Et voilà, donc surtout bien antibiothérapie. Le deuxième antibiotique doit être un imidazolé. Le premier, vous le choisirez parmi les antibiotiques de la spectre, surtout les pénicillines. Et enfin, par rapport au drainage chirurgical, la région maxillofaciale, c'est une région très, très complexe. Sans des notions imprégnées sans une pensée imprégnée de notions anatomiques, le patient examiné, soigné, guéri est un non-lieu. Cette citation est de Pierre Camina qui a mis les livres anatomiques cliniques de la nouvelle nomenclature internationale. Pour dire quoi? Que c'est très dangereux d'envisager aller drainer un patient lorsqu'on ne connaît pas la région anatomique, lorsqu'on n'a pas été formé pour ça. Si vous avez la chance que le malade ait eu une fistule, c'est-à-dire que voilà, une zone où déjà du pu apparaît, l'idéal c'est de juste plonger dans la fistule pour faire drainer au maximum. Sinon, lorsque vous le mettrez antibiotique, antalgique, déjà une bonne couverture, vous pouvez le référer. Parce que ce traitement est envisageable en milieu hospitalier. Et c'est très dangereux de s'y aventurer quand on ne maîtrise pas. Nous-mêmes, les chirurgiens, quelquefois, quand on est en train de faire des drainages, on peut être amené
à rompre un gros vaisseau et imaginer la catastrophe. Merci. Et j'encourage les jeunes frères à poursuivre et peut-être devenir un jour un sujet maxillofacial. Bonne chance à ces études. Merci infiniment, professeur, pour tous ces éclaircissements et toutes ces réponses. Nous n'avons plus de questions en attente ni de mains levées. Alors, permettez-moi de vous rappeler que REMA propose plusieurs formations certifiantes dans le domaine de la santé. Nos formations sont reconnues à l'international, que ce soit aux États-Unis, en Afrique et en Amérique, en fait. Donc, nous disposons de large catalogue, que ce soit en santé numérique, en supply chain management des produits de santé, santé communautaire, santé publique, nutrition et diététique, santé sexuelle et reproductive, expertise en genre et inclusion de santé, épidémiologie, gestion des projets et programmes de santé, suivi évaluation des programmes et projets de santé, sexologie, addictologie, marketing digital en santé, gestion d'officine de pharmacie et notre MOOC sur l'épidémie MPOS. Alors, un lien vers le catalogue sera envoyé tout de suite dans la discussion et je vous invite à le parcourir et à vous inscrire si l'une de ces formations vous intéresse. Alors, professeur, je tiens une fois de plus à vous réitérer toute ma profonde gratitude pour la générosité de vos partages, la qualité de vos enseignements et la clarté des éclaircissements apportés tout au long de cette phase. Concernant la procédure d'obtention de l'attestation du jour, il vous suffira de vous connecter à la plateforme REMA Learning. Learning comme apprentissage en anglais. Une fois connecté, veuillez saisir la thématique du jour qui est infection orofaciale dans la barre de recherche. Vous aurez alors accès à l'enregistrement du webinaire, au support du cours à télécharger et vous serez invité à répondre à un questionnaire d'évaluation. L'attestation vous sera délivrée à condition d'obtenir un score minimum de 60% de bonnes réponses. Et une fois ces conditions remplies, vous pourrez télécharger directement votre attestation depuis la plateforme. Et j'en profite également pour vous rappeler que l'équipe REMA reste joignable pour toute assistance au plus 229 01 96 50 81 30. Merci. Professeur, selon vous, quel serait l'essentiel à garder en mémoire à l'issue de nos échanges de cet après-midi? Et merci encore à Madame Grace. Et c'est toujours un plaisir pour nous, enseignants, de partager non seulement nos expériences, mais aussi de mettre à jour des connaissances dans certains domaines. Aujourd'hui, il est clair que mieux vaut prévenir que guérir. Et encore plus dans notre domaine, la prévention, elle doit être vraiment de règles. Quand on voit la souffrance des malades qui présentent tous les types d'infections là, et vraiment, il faut passer à l'étape vraiment de prévention. Et je vois dans les réactions de tout un chacun ici qu'il a de l'empathie pour ces patients, pour éviter que ces patients meurent, pour éviter que ces patients ne fassent des complications, pour éviter que ces patients finissent par avoir des caries dentaires et autres. Alors, un message que je vais donner à la fin pour que les gens puissent retenir et partir, c'est de dire que les infections, elles sont nombreuses, elles sont fréquentes. Le point de départ est la cavité buccale, parce qu'il y a des éléments qui sont uniques dans la cavité buccale qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Le biotope, le microbiote qui est d'abord un moyen de défense, hein. Ce n'est pas ça qui entraîne les maladies.
mais seulement les défenses. Il ne faut pas déséquilibrer par des pratiques bizarres dans la qualité buccale, non. Et il ne faut pas déséquilibrer par la pratique maintenant régulière de l'hygiène bucco-dentaire. Je n'ai pas pu insister là-dessus parce que le temps était là. Il faut se brosser régulièrement les dents et éviter, lorsqu'il y a des petits trucs, d'aller se faire soigner rapidement. Donc, les infections sont fréquentes, elles sont liées à des événements qu'on connaît. Donc, il faut aller à la prévention. J'insiste sur ce mot, la prévention, la prévention, la prévention. Par la communication, par les échanges. Ce que vous avez retenu aujourd'hui, échangez-le avec les autres que vous allez voir demain, soit dans vos hôpitaux, soit dans vos lieux de service, soit dans vos communautés religieuses et tout ça. Et je vous remercie à vous, Madame Grâce, pour avoir donné l'opportunité de faire ce partage d'expérience. Et merci à toute l'organisation de REMA Afrique qui, par ces présentations, permet vraiment la mise à jour des connaissances et de partage aussi d'expériences. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et que la science puisse permettre de soigner bien nos malades. Je vous remercie. Merci infiniment, professeur, pour ce moment de partage d'une grande richesse, tant sur le plan scientifique que pédagogique. Je tiens également à adresser mes sincères remerciements à l'ensemble des collègues et des participants pour leur attention, leur engagement et la qualité des échanges tout au long de ce webinaire. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente continuation dans vos activités et au plaisir de vous retrouver très bientôt lors de notre prochain atelier médical qui se tiendra le samedi 16 mai 2026 à 9h GMT et portera sur les erreurs fréquentes et la prise en charge des acnés. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup, Madame Grace, et à bientôt. Merci, prof. Madame Grace. Merci. Je m'excuse, Madame Grasse, est-ce qu'on peut avoir le numéro du professeur? C'est Dr Daniel à partir de Lubumbashi RDC. Docteur Daniel, vous voulez le numéro du professeur, c'est ça? Je vais vous envoyer mon numéro personnel et vous pourrez m'écrire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur.